Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Une large coalition contre le terrorisme, les leaders du monde musulman et les États-Unis ont mis sur pied une alliance stratégique. L'union a été scellée au sommet islamo-arabo-américain qui se tient à Riyad. La première liaison maritime de banlieue sera opérationnelle dans 5 mois. Un navire de 200 places baptisé Mamkoumba Lamb fera la desserte de Rufisque-Dakar. Les travaux de réhabilitation de l'embarcadère-débarcadère de Rufisque ont été lancés. La rubrique découverte nous amène en Pologne sur les pas de Lech Walesa. L'ouvrier devenu président de la République, nos envoyés spéciaux ont visité le musée qui porte son nom à Dansk, ville rendue célèbre par ses chantiers navals. Les leaders du monde musulman et les États-Unis mettent sur pied une alliance stratégique pour lutter contre le terrorisme. L'union sacrée a été scellée. C'était lors du sommet islamo-arabo-américain de Riyad en présence du président américain Donald Trump. Le président Macky Sall a pris part aux travaux qui ont abouti à la naissance de cette coalition historique. Envoyé spécial à Riyad, Pape Biram Biguendiaye. Le moment est historique. L'événement inédit. Le Royaume d'Arabie Saoudite accueille les dirigeants du monde islamique et des États-Unis dans un esprit d'unité avec une même vision, celle d'assurer la sécurité du monde et consolider les relations économiques, culturelles et politiques. Et dans cette nouvelle trajectoire géopolitique, le Sénégal est à sa place. Notre pays se trouve à la table de superpuissance mondiale pour faire entendre la voix de l'Afrique. Le président Macky Sall en première ligne dans l'univers des grands leaders, comme ici avec Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde, pour également saisir des opportunités économiques, des investissements stratégiques pour assurer un avenir prospère à tous les Sénégalais. C'est le sens d'une présence remarquable ici en terre saoudienne. Des relations historiques se renforcent ici grâce à une conviction commune en la tolérance. Ensemble, nous vaincrons. C'est le message fort du serviteur et protecteur des 12 saintes mosquées. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud estime que le moment est venu de faire face à l'idéologie extrémiste violente, puis travailler en partenariat pour améliorer la vie des populations et renforcer les économies collectives. Une vision que partage la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump se dit favorable à la création de liens commerciaux plus forts entre les États-Unis et les autres pays présents au sommet du Riyad. L'idée est aussi de créer des partenariats de sécurité plus efficaces afin de contrer et de prévenir la menace croissante du terrorisme à travers notamment la promotion de la tolérance. Le message très attendu de Donald Trump sur l'islam sonne comme une prise de conscience dans l'union sacrée. Il appelle à vaincre les forces du mal qui sèment la terreur dans le monde. Notre objectif est une coalition de nations qui partagent l'objectif de mettre fin à l'extrémisme et de fournir à nos enfants un avenir d'espérance qui fait honneur à Dieu. Chaque fois qu'un terroriste tue un innocent et invoque faussement le nom de Dieu, et c'est une insulte à chaque personne qui a la foi. Les terroristes n'ont pas le culte de Dieu, ils ont le culte de la mort. Si nous n'agissons pas contre ce terrorisme organisé, nous savons ce qui va se passer et quelles seront les conséquences de tout cela. Le terrorisme, les terrorismes tue la vie. Le terrorisme va se propager, les sociétés paisibles vont être emportées par la violence et l'avenir de nombreuses générations seront gâchés. Si nous ne résistons pas ensemble, si nous ne condamnons pas ces tueries, nous serons non seulement jugés par les peuples, non seulement serons-nous jugés par l'histoire, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il ne s'agit pas d'une bataille entre différentes foi, entre différents sectes ou différentes civilisations. Il s'agit d'une bataille entre les criminels barbares qui veulent oblitérer la vie humaine et des gens décents au nom de la religion.
Le moment est donc venu pour les pays arabes et le monde musulman de prendre leur destin en main pour éradiquer l'État islamique. Là-dessus, les États-Unis se disent prêts à nouer des alliances stratégiques pour la recherche de paix dans le monde. Cela passe également par couper les fonds à l'État islamique. C'est aussi l'idée de bâtir des économies fortes et des sociétés stables avec les alliés présents au sommet de Riyad. Les leaders du monde musulman et les États-Unis qui mettent sur pied une alliance stratégique Union nouée lors du sommet islamo-arabo-américain qui se tient actuellement à Riyad en Arabie Saoudite. Ici, chez nous, dans 5 mois, Rufisque sera doté de la première liaison maritime de banlieue. Un navire de 200 places baptisé Mam Koumba Lamb fera la desserte Rufisque-Dakar. L'embarcadère de la vieille ville sera réhabilité et étendu. À cet effet, les travaux ont été lancés, c'était hier samedi. Ce que cette mobilisation des grands jours et cette ambiance électrique reflètent, l'excitation d'une population à qui on offre la première desserte maritime de banlieue. La liaison Rufisque-Dakar partira d'ici, de cet embarcadère-débarcadère dont les travaux de réhabilitation et d'extension sont ainsi lancés. Ce ponton, cet embarcadère-débarcadère, d'un coût global d'environ 1,3 milliard de francs CFA, sont entièrement financés sur fonds propres par le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, porteur du projet de desserte maritime Dakar-Gorée. L'acquisition d'un navire à passagers de 200 places, baptisé Mam Koumba Lamb, du nom du génie tutélaire et protecteur de notre vieille cité, a été le premier jalon dans la mise en place de ce projet. Les délais d'exécution sont de 5 mois. Avec ce navire de 200 places, Rufisque est parti pour décongestionner le trafic. Nous sommes vraiment très heureux que ce projet puisse se réaliser et il participera au désenclavement de Rufisque et à la fluidité de la circulation dans la région de Dakar. Le COSEC qui a financé les travaux œuvre d'ores et déjà à renforcer le Mam Koumba Lamb. L'acquisition d'un autre navire d'égale capacité est en bonne voie. En effet, le budget prévu pour l'acquisition de ce navire est programmé pour cette année 2017 et les procédures d'appel d'offres sont déjà enclenchées. Après la réhabilitation de l'embarcadère-débarcadère de Rufisque, la liaison Dakar maritime sera effective. L'exploitation sera confiée au COSAMA. Cela permettrait d'assurer un transport maritime de banlieue et plus tard de contribuer au développement du transport maritime entre Dakar, Mbour et Saly Portudal. Une réalisation qui s'ajoute à la liste des acquis du secteur. Pour le ministre, la dynamique va se poursuivre. Un panel et d'autres activités ont marqué le lancement des Journées du patrimoine. Saint-Louis, menacé d'être déchu du patrimoine mondial de l'UNESCO, a abrité la cérémonie officielle cette année. Au cours d'un débat, tous les intervenants se sont accordés sur la nécessité de préserver le statut de la vieille ville chargée d'histoire et de culture. Diana Badia. Saint-Louis risque d'être déclassé de son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pourquoi la vieille ville a été choisie pour abriter la cérémonie officielle des Journées du patrimoine. L'occasion de revenir sur les mesures prises. Monsieur le gouverneur a pris un arrêté pour encadrer toutes les demandes de construction, de réhabilitation, mais aussi des certificats de conformité pour ce qui concerne l'île de Saint-Louis. Donc désormais, tous ces travaux sont encadrés à travers une commission régionale qui suit quand même ces questions sensibles. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au niveau de Saint-Louis, aussi bien les services de l'État que les associations ou même le secteur privé sont conscientes quand même de la menace qui est là, mais aussi sont conscientes de la nécessité de préserver
ce patrimoine qui nous est commun. Les panélistes ont débattu du thème « L'implication des communautés dans la gestion du patrimoine culturel ». Les différents points de vue abordés pour développer le sujet convergent vers une même finalité, la préservation du patrimoine culturel qui confère à l'individu son identité. Saint-Louis, c'est peut-être un patrimoine architectural, mais c'est aussi un patrimoine culturel extrêmement fort sur le plan immatériel. Saint-Louis, c'est un croisement, un brassage de plusieurs cultures, transfrontalières même, si vous voulez. Regardez ces poupées qui nous entourent. Saint-Louis, c'est l'expression de la diversité culturelle du Sénégal. C'est l'une des villes les plus cosmopolites, même plus ou moins africaines. Parce qu'on retrouve ici les influences maures, on retrouve ici les influences marocaines. On retrouve beaucoup de choses à Saint-Louis qui est une ville qui a été un laboratoire d'un humanisme. Et c'est pourquoi Saint-Louis a été également choisi, en plus du patrimoine architectural qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification sans le patrimoine immatériel. Une mission de l'UNESCO vient de quitter. Saint-Louis est à la croisée des chemins. Il faut alors des mesures fortes pour que cette partie du Sénégal reste une ville d'identité culturelle. Voilà, il fallait plutôt comprendre donc Saint-Louis qui est menacé d'être déclassé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bilinguisme pourrait être une solution pour une meilleure qualité des enseignements apprentissages. Déclaration du ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, présidé la cérémonie de clôture de la 21e semaine nationale de l'école de base. C'était à Rufisque, Pape Kolingom. C'est ici, à l'école El Hadji Moussa Diallo de Rufisque, que la semaine nationale de l'école de base a été clôturée. Le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ont été accueillis dans la pure tradition libou. Depuis mon premier contact avec l'école, j'apprends dans ma langue à côté du français. Ceci m'a permis d'être performante en langue et communication, en mathématiques et en ESVS. Pendant 7 jours, la communauté éducative du Sénégal et ses partenaires ont communié et échangé sur l'opportunité qu'offre l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif. Le thème de ce forum, l'importance de l'engagement des acteurs dans la promotion de la lecture et des langues nationales pour l'amélioration des performances scolaires, nous interpelle tous, à tous les niveaux où nous sommes. Ce thème nous engage dans nos rôles et responsabilités pour soutenir cette dynamique enclenchée. Personnellement, je demeure convaincu que les éléments d'innovation qui structurent la thématique de cette année constituent la voie royale pour l'amélioration significative et durable des performances de nos élèves dans les disciplines. Cette journée qui marque la fin des activités de la semaine de l'école de base a été dédiée à l'ONG ARED, pionnière dans l'expérimentation du bilinguisme à l'école. Notre mission a été d'améliorer les performances de nos bénéficiaires en s'appuyant sur les langues nationales, mais en utilisant la formation et l'édition. Il y a eu une évaluation indépendante et cette évaluation avait montré que aussi bien les CI, les CP que les CE, donc à tous les niveaux, les classes bilingues comparées aux classes monolingues avaient tous les meilleurs résultats. Et tenez-vous bien, en français, pas en langue nationale. Les résultats que cette ONG a obtenus dans ce domaine, en impactant positivement sur près de 10 000 élèves dans les régions de Saint-Louis, de Kaolack et de Dakar, nous confortent dans cette option de faire du bilinguisme un des piliers de l'amélioration des enseignements-apprentissages. Matam, Louga, Kaffrine, comme partout dans le pays, la 21e édition de la semaine de l'école de base a été des moments de forte mobilisation et de sensibilisation sur la pertinence de l'utilisation des langues nationales dans les enseignements-apprentissages.
Infection AVIH-Sida vers une élimination, c'est le thème de la 18e édition des journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Selon Dr Ibra Ndoye, parrain de l'événement, le Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants dans le cadre de la lutte, mais le renforcement des moyens est plus que nécessaire. Aminata Mbengfal. Ces journées médicales de l'hôpital principal de Dakar offrent l'occasion à la communauté scientifique de réfléchir sur des problématiques qui interpellent les acteurs de la santé. Ces journées médicales sont devenues incontournables dans l'agenda scientifique des praticiens. Aujourd'hui, cette posture demeure conforme à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, initiateur du plan Sénégal émergent, au sein duquel le capital humain sera une ressource incontournable. Le travail que vous accomplissez en organisant régulièrement ces journées médicales conforte le penseur Aristote lorsqu'il disait « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. L'excellence n'est pas une action, mais une habitude. » Fin de citation. Vous êtes sur le chemin de l'excellence. Gardez le cap. Pour cette 18e édition, infection à VIH-Sida vers une élimination est le thème retenu. Pour le docteur Ibra Ndoye, parrain de l'événement et qui a passé plus de 30 ans à la tête du CNRS, le Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants. Le passé, c'est la réussite, mais maintenant il y a le futur. Nous avons fait des efforts ces derniers temps. Moi, quand j'ai quitté le programme, il y avait une prévalence très faible de 0,5%. Et cette prévalence est capitalisée en 2015 par celle qui m'a remplacé, mon élève, à qui j'ai passé le témoin, Sophie Rutiam. Et on a aussi une incidence à 0,01%. Aujourd'hui, le principal défi à relever reste l'élimination de l'infection d'ici à 2025. Pour y arriver, le renforcement des moyens de lutte est plus que nécessaire. Depuis l'année dernière, les stratégies du Sénégal, c'est des stratégies innovantes. On doit doubler le nombre de traitements de malades à traiter et pour cela, il faut doubler le budget du traitement antirétroviral. Durant 3 jours, les participants vont aussi échanger sur des thèmes relatifs au traumatisme, à l'éducation thérapeutique ou encore au rôle de la sage-femme dans la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La tournée du médiateur de la République dans les régions après le Sud-Est, c'était au tour des régions du Sud de recevoir Maître Alioune Badara Cissé. Première étape, Kolda. Dans cette localité, le médiateur a présidé un comité régional de développement sur le rôle, le fonctionnement et les modes de saisine de l'institution. Une rencontre qui a été aussi une occasion pour les membres de la médiature d'échanger avec les populations sur certains litiges. Salut sec. À Kolda, Maître Alioune Badara Cissé est venu livrer un véritable cours magistral devant des chefs de services régionaux et départementaux, des membres de la société civile, des ONG, des élus locaux et des jeunes. Le médiateur est largement revenu sur le rôle, le fonctionnement et les modes de saisine de la médiature. Le médiateur de la République est compétent sur tout litige qui oppose l'administration à l'un quelconque de ses administrés. Le médiateur est saisi sous n'importe quelle forme. Cette stratégie de communication vise à familiariser l'institution aux citoyens, une démarche appréciée par les participants. C'est une excellente opportunité qui s'offre aujourd'hui à nous autres Koldois de savoir que nous avons des moyens de recours lorsqu'en tant que citoyens, nous nous sentons lésés. Ainsi, pour mieux prendre en compte les préoccupations des populations, le médiateur a mis en place à Kolda une plateforme de médiation. La plateforme de médiation est tout simplement un espace de rencontre et de mutualisation des efforts et des moyens de la médiature avec l'ensemble des autres acteurs pour pouvoir dégager ensemble un espace commun. Ce comité régional de développement a été aussi une occasion pour les membres de la médiature d'échanger avec les populations sur certains litiges. À l'issue de la rencontre, le correspondant du médiateur a été installé officiellement dans ses fonctions.
La région de Kaffrine a l'honneur avec l'arrivée de la caravane nationale de la quinzaine de la femme. Kaffrine, zone d'agriculture et de production arachidière. Les unités de transformation ont été visitées par les membres de la caravane et une forte mobilisation a été notée à la cérémonie officielle présidée par le ministre Maria Massar. C'est un compte rendu signé Abasso. Des moments d'échange et de partage. Les membres de la caravane nationale de la quinzaine de la femme ont eu droit à des explications détaillées et des visites guidées dans des unités de transformation de produits locaux. Nous avons, à travers ce CEDAF de Kaffrine, créé des ateliers de formation, de renforcement des capacités des femmes qui vont permettre d'implanter des unités de transformation modernes, surtout des produits agricoles, des produits halieutiques et également des produits agricoles et artisanaux. Donc c'est dans ce cadre que nous avons prévu ici de mettre en place un atelier de teinture. Pâte d'arachide, eau de javel, peinture, teinture, entre autres spécialités de ces femmes, sans oublier le reboisement, domaine de prédilection de ce groupement de femmes. Nous apportons notre contribution par le biais des actions concrètes sur le terrain. Premièrement, la production de plants en pépinière. Production de plants en pépinière, entre parenthèses, de 412 à 500 000 plants par an. Plus de 30 espèces, fruitiers locaux, ornementales, etc. Ensuite, le reboisement, entre parenthèses. La campagne de 2016, nous avons reboisé 7 hectares, plus 12 500 financés par IED Afrique. Et là, il faudrait qu'il y ait ce partenariat entre sœurs de la région d'abord et entre sœurs du Sénégal. Donc, si vous aurez le temps, vous pourrez aller visiter, par exemple, les exploitations maraîchères d'autres femmes ou bien l'unité de transformation qui est à Médinassi pour voir ce qu'on peut faire entre sœurs dans le cadre de la solidarité. C'est pourquoi le président de la République, qui a placé la femme au cœur de son mandat, est convaincu qu'aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en rade la frange la plus importante du Sénégal. Les femmes représentent plus de 52% de notre pays. Leur savoir-faire a été étalé prochainement. Elles vont poursuivre le travail dans ces locaux du CEDAF en construction. La cérémonie officielle a été l'occasion d'échanger sur le thème et les perspectives pour les femmes du Sénégal. Après 15 jours, les lampions se sont éteints sur la quinzaine nationale de la femme. 2 semaines d'activités et pas que de folklore auxquelles on nous avait habitués. L'édition 2017 a été celle d'un nouveau départ après quelques années de break. Les femmes multiplient les victoires, même si leur combat est encore loin d'être achevé. Et le développement ici comme ailleurs ne peut être atteint sans la contribution de plus de la moitié de la population à bord du wagon des dames vers l'émergence. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Dans les villes comme dans les campagnes, à l'usine, sur les chantiers, en mer, loin des maisons, au bureau ou au barreau, elles ont enfilé leur battle dress et dressé des échelles de plus en plus hautes pour la conquête de sommets escarpés et vertigineux. Que de lourdes portes ouvertes, de barricades levées, de fossés enjambés, de forteresses assiégées puis conquises. Les chasses gardées ou supposées telles tombent une à une dans l'escarcelle d'un genre qui appréhende désormais autrement l'égalité. Le business, les affaires ne sont plus l'apanage des seuls mâles, obligés de traiter pour le plus grand bien avec des femmes d'affaires. Elles n'attendent plus qu'on leur apporte juste quelques affaires en guise de dot pour aller ensuite s'installer dans la dépendance d'un mari, progressivement partagé avec de plus jeunes. Et pour bien des choses, leur aptitude bouscule les fausses certitudes de leurs frères, de leur père ou de celui avec qui elles forment une paire, pour le meilleur et peut-être pas pour le pire, qu'un des deux n'attend pas toujours. Liberté, émancipation, égalité, parité, l'histoire est jalonnée d'une sémantique variable associée à la condition féminine, pas toujours rose pourtant leur préférence chromatique. Avec plus de la moitié de la population générale, elles ne constituent pas qu'une force démographique, elles sont en train de devenir une carte économique, un atout. La transition sera d'autant plus rapide qu'elles auront, par l'éducation poussée, atteint une masse critique de têtes bien pleines capables d'impulser le développement. Car en définitive, l'émergence paraîtrait un but lointain si les femmes qui constituent le grand nombre restaient à la marge dans le wagon de queue ou autour de meetings à applaudir d'autres qui leur promettent la lune en plein jour, courtisées puis oubliées.
À bord du wagon des dames vers l'émergence, la chronique signée Omar Diaw pour accompagner la fin de la quinzaine nationale de la femme. Dans le reste de l'actualité, l'opposition fait de l'événementiel au lieu de proposer une alternative crédible à la vision du président Macky Sall. C'est la réaction de Mbaye Ndiaye pour qui cette stratégie est vouée à l'échec. Le ministre d'État était l'invité de l'émission Point de vue. L'opposition n'a pas aujourd'hui d'atouts qui lui permettent, quel que soit par ailleurs l'homme qui va être à la tête et de sa liste nationale ou de sa liste locale, n'a pas les capacités aujourd'hui d'inquiéter le pouvoir. Non, loin s'en faut. Et aujourd'hui, le parti au pouvoir, autour de Benno Bokk Yakaar, autour de son Excellence le Président de la République Macky Sall, est en train quand même de consolider davantage l'ensemble des acquis en tendant la main à toute la population sénégalaise qui a fini de savoir que le plan Sénégal émergent est le plan qu'il faut aux Sénégalais. Ça aurait été souhaitable que l'opposition perde son temps à attaquer le plan Sénégal émergent ou, j'allais dire, à défendre le plan Sénégal émergent par rapport à des errements ou des manquements et non pas à perdre son temps à attaquer le président Macky Sall. Sénégal émergent a procédé hier à l'ouverture du processus de lancement de la vente de ses cartes de membres. La structure mise en place il y a quelques mois a pour but de jouer une part active dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Elle compte organiser dans les mois à venir un panel sur enjeux et défis des législatives de 2017. René Massiga Diouf. Accompagner l'émergence du Sénégal avec engagement, expertise et vertu, telle est l'ambition que s'est fixé le Club Sénégal émergent. Ses membres sont des chefs d'entreprise, directeurs généraux de société ou encore hauts cadres de l'administration sénégalaise. La structure se veut être une force de contribution au service de la voie tracée pour un Sénégal émergent. Le président de la République, devant un parterre de cadres de la haute administration, avait demandé à l'ensemble des patriotes sénégalais, à l'ensemble des citoyens sénégalais, de créer une chaîne d'engagement patriotique et citoyenne pour la réussite du PSE. Et saisissant cet appel au vol, des cadres sénégalais, et particulièrement de la haute administration, se sont regroupés et ont lancé l'initiative. Le club trouve ses racines, selon ses responsables, dans la vision du chef de l'État déclinée à travers le plan Sénégal émergent. Cette rencontre destinée au lancement des opérations de vente des nouvelles cartes de membres a servi de cadre à ses responsables pour décliner une feuille de route globale. Le PSE est le référentiel de l'ensemble des politiques publiques au Sénégal. C'est un plan qui s'étale sur plus d'une génération et qui a fusionné l'ensemble des plans nationaux autour d'un seul plan qui s'appelle le plan Sénégal émergent, qui est un plan structuré autour de 27 projets, mais et particulièrement de 17 réformes. Et qui dit réforme, dit transformation sociale, dit rupture. Et les ruptures et les réformes doivent être partagées par la population. Et dans ce sens-là, une structure comme le Club Sénégal émergent a un rôle extrêmement important à jouer à côté du chef de l'État pour mettre le Sénégal en mouvement dans le bon sens pour assurer son émergence. À l'image du très ancien et mythique Club Nation et Développement, le Club Sénégal émergent compte être une plateforme d'échange en plus de son statut de structure de réflexion et d'action. Dans cette perspective, l'organisation d'un grand panel sur le thème Enjeux et défis des législatives 2017 est annoncée. Une rencontre qui devra regrouper des acteurs politiques, des autorités religieuses, la presse et des experts. Elle vise surtout la tenue d'élections apaisées le 30 juillet prochain. La 23e édition des Journées Saint-Dominique a vécu dans le cadre des activités pastorales. La paroisse universitaire de Dakar a célébré le patron du lieu de culte Saint-Dominique. Une messe d'action de grâce a eu lieu ce dimanche. Elle a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Dans son homélie, il a invité les paroissiens à vivre dans l'unité malgré les diversités culturelles. Il a par ailleurs appelé les chrétiens à avoir une bonne conduite. Jeanne Dior. Croire à la parole de Dieu et s'y attacher grâce à la foi, c'est sur cette invite biblique que la communauté catholique de la paroisse universitaire a célébré ces journées. Une messe dominicale pour marquer la solennité de Saint-Dominique. Être prêt à tout moment à rendre compte de l'espérance qui nous anime, non pas dans la polémique. Non, la polémique, ce n'est pas le fait du chrétien. Parce que dans le mot polémique, il y a guerre.
mais fermement dans la douceur et le respect. Avoir une conscience droite et une bonne conduite dans l'esprit, une bonne conduite dans le Christ Jésus. Du fait de sa proximité avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la paroisse Saint-Dominique accueille une forte communauté estudiantine de nationalités différentes. L'unité malgré la diversité, l'appel de Monseigneur Jean-Pierre Bassène a retenti du haut de ce pupitre. La même paroisse qui porte le nom de Saint-Dominique rassemble des personnes, des hommes et des femmes de diverses origines, races, langues, cultures, en un seul baptême autour de Jésus-Christ et dans les liens de l'esprit. La communauté casamançaise est à l'honneur pour la 23e édition des Journées Saint-Dominique. Elle a présenté en offrande le fruit des récoltes de ses activités. L'honneur a été également fait au ministre conseiller Jean-Pierre Senghor, un fils de la Casamance qui invite sa communauté à croire en elle. Il faut surtout s'armer de sa foi pour persévérer et avancer. Voilà. Ne pas être comme les autres, c'est simplement être témoin de la foi et avoir un comportement exemplaire. Et les valeurs que on peut souligner ici, la loyauté, l'honnêteté, la persévérance. La paroisse universitaire dans la diversité, la communauté s'est approprié ce message. Les paroissiens ont pendant 72 heures marqué les journées Saint-Dominique à travers des cérémonies religieuses, des rencontres d'échanges, le tout dans une ambiance festive. Le réalisateur de Félicité Alain Gomes à Ziguinchor pour la projection de son film après son prix au FESPACO. Étalon de Yenenga, ce fils de la Casamance, vient partager avec les populations mais aussi avec les réalisateurs en herbe de la région son film. L'occasion pour lui de revenir sur ce prix, ses ambitions et les difficultés liées au cinéma sénégalais. Kaltongue. Il a rendu hommage à la bravoure de la femme dans Félicité. Cet hommage lui a été retourné par les femmes Manjak ici à Ziguinchor. Alain Gomis a reçu tous les honneurs dans sa terre natale. Après la projection du film à Dakar qui a remporté l'étalon de Yenenga lors du dernier FESPACO à Ouaga, la capitale du Sud accueille ce fils prodige. C'est une évidence, moi je suis aussi d'origine casaçaise et donc je suis très content de pouvoir diffuser le film ici. D'une certaine façon, Ziguinchor, qui est une des grandes villes vraiment du Sénégal, n'est pas toujours considérée à sa juste valeur. Et donc pour moi c'était très important de venir jusqu'ici. Occasion de partager avec les jeunes réalisateurs de la région, mais aussi de permettre aux cinéphiles de voir ce film qui retrace toute une vie. Félicité, c'est l'histoire d'une femme qui est chanteuse et qui se bat suite à un accident qu'a eu son fils. Il faut qu'elle trouve de l'argent pour le soigner. Et donc c'est le combat d'une femme qui affronte la société, qui affronte les difficultés de la vie et c'est surtout sur la dignité. C'est un film qui essaye de rendre hommage à la dignité de tous ceux qui affrontent la difficulté quotidienne. Alain Gomis, face à la presse, est revenu sur les mots qui gangrènent le cinéma sénégalais. Et malgré les distinctions, il reste beaucoup de choses à faire. Encore une fois, il ne faut pas que tout ça soit l'arbre qui cache la forêt. L'important, c'est de réussir à construire des structures solides qui permettent à d'autres d'arriver. Les prix, c'est important, mais ce qui compte plus encore, ce sont les structures. Et c'est non pas qu'il y ait un cinéaste, mais 10, 15, 20. À Ziguinchor, le réalisateur a eu un agenda très chargé, des échanges, des visites, mais aussi des rencontres de partage pour une meilleure prise en charge des films, par les autorités régionales. Je suis ravi d'être là. Le parc de Hann a abrité la 12e édition du festival. La promotion des énergies renouvelables pour un développement durable a été le thème retenu cette année par les organisateurs. Les tout-petits ont été impliqués dans la sensibilisation à travers de l'animation artistique et des sketchs sur le thème du festival 2017. Tierno Diallo. La 12e édition du festival a été un moment important de sensibilisation et d'échange avec les populations de Hann et les tout-petits sur des questions concernant l'environnement. Une façon pour les initiateurs du projet de contribuer à la préservation du cadre de vie, l'environnement.
Nous n'avons pas eu donc la chance, très tôt, d'avoir des informations qu'il fallait par rapport à l'environnement. Raison pour laquelle nous disons que l'avenir, le futur, donc appartient aux enfants. Il faut les préparer, il faut leur donner de la formation, leur permettre de pouvoir prendre place, de se positionner par rapport aux défis qui nous attendent. Pour toute évolution ou pour tout changement, de lier les populations locales. Si on veut changer les choses, parce que les premiers pollueurs, ce sont les populations. Donc, ce que nous suggérons, c'est que l'État puisse accompagner les acteurs de développement vers ces changements. Je voudrais juste remercier encore une fois les frères Guissé pour leur engagement indéfectible pour la cause environnementale. Car si tous les acteurs de façon générale, qu'ils soient de la société civile, du secteur privé, s'engageaient davantage à préserver l'environnement, ce ne serait que pour le bien de la nation tout entière et de l'univers. Le thème du Festival 2017 porte sur la promotion des énergies renouvelables pour un développement durable. Aujourd'hui, on est dans une autre nouvelle dynamique, c'est de faire la promotion des énergies renouvelables à partir du solaire, à partir de l'éolienne, à partir donc de l'hydroélectricité et de la biomasse. Pour le présent festival, le promoteur Les Frères Guissé a décroché un partenaire sûr, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Chaque année également, à Dakar, nous organisons ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Donc des journées de sensibilisation et d'information sur les énergies renouvelables. Et comme le thème de la 12e édition du festival portait sur les énergies renouvelables, on a préféré organiser avec eux ce festival en y insérant une journée porte ouverte. Les tout-petits à venir de la nation ont aussi joué leur partition à l'occasion du festival dans le combat de la préservation de l'environnement. En football, la Ligue 1 sénégalaise, 22e journée, le Jaraaf a laminé hier le Casa Sport au stade Demba Diop 6-0. C'est le plus lourd score depuis le début de la saison. Retour sur les temps forts de l'un des classiques du football sénégalais avec Ibrahim Ambou. Le festival des Jaraafmen a démarré hier soir aux environs de 19h05. On en était à la 25e minute de la première période. En chef d'orchestre, Daouda Gueye Diémé donne le tempo. Inspirés, les joueurs du Jaraaf jouent la partition à merveille. Pas de fausses notes. Une belle action collective conclue par Hassan Bodj à la 38e minute. La défense du Casa est à la ramasse. Les attaquants du Jaraaf se régalent. Une minute après la mi-temps, Ousseynou César Gueye signe sa deuxième passe décisive de la soirée. Ousmane Gassama marque le 3e but du Jaraaf. À la 54e minute, le passeur Ousseynou César Gueye se mue en buteur, bien servi par son capitaine, Babacar Seck. À l'heure de jeu, le 5e but du Jaraaf. Son auteur, Alioune Beugny Tendeng. Il ne jubile pas, c'est un ancien du Casa Sport. 82e minute, le festival est clos. Encore Babacar Seck qui sert un caviar à Ousseynou César Gueye. Il réalise le doublé. Je suis vraiment heureux d'avoir marqué parce que ça fait un bout de temps que je n'avais pas joué. Et je remercie vraiment le coach qui m'a donné confiance de me titulariser et tout. C'est ce sentiment que j'ai et que c'est le Jaraaf qui a gagné aujourd'hui. On n'a pas été à la hauteur. C'est pourquoi il faut féliciter l'adversaire qui a su profiter pleinement de nos erreurs et qui a fait la différence et surtout qui a continué à jouer sérieusement. Le score est sans appel, 6-0. Les joueurs du Casa ont pris un coup derrière la tête, mais les supporters du comité Allez Casa sont là pour leur mettre du baume au cœur. Victoire du Jaraaf face au Casa Sport, 6-0. C'était lors de la 22e journée de la Ligue 1. La traditionnelle randonnée pédestre de la cité Gadaye dans la communauté de Wakhinane Nimzat a eu lieu ce matin. Pour cette 3e édition, le thème a porté sur la prévention routière. Les randonneurs ont sensibilisé les usagers de la route sur tout le long du circuit emprunté. C'est ce que nous dit Lamine Touré. 3e édition de la randonnée pédestre de la cité Gadaye en banlieue de Dakar. Le point de départ a affiché le plein. Les randonneurs sont sortis en masse pour perpétuer une activité physique inscrite dans l'agenda de ces inconditionnés du sport. Après étirement, la marche peut commencer. Ici, toutes les composantes de la population de la cité Gadaye ont marché pour d'abord se faire une santé physique. La randonnée sert à lutter contre les maladies cardiovasculaires, comme vous le savez, mais également, et c'est le plus important, elle sert à raffermir les liens
entre les habitants d'une même cité. Vous savez, il y a tellement de maladies actuellement qui sont causées par la sédentarisation. Donc ça, les gens mangent n'importe quoi et ensuite c'est le repos. Maintenant, il faudrait inciter les gens à sortir et faire le sport. Pour cette année, au-delà de ces témoignages sur les bienfaits sanitaires, la sécurité routière a été retenue comme thématique. Sensibiliser les usagers routiers à travers le sport, c'est la démarche retenue. Ainsi, le circuit emprunté a été transformé en un canevas permettant de faire passer l'information sur la prévention routière. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'accidents au Sénégal et des fois c'est vraiment dû à l'erreur humaine. Donc nous avons choisi ce thème pour appeler un peu les usagers et les conducteurs à faire davantage attention. À travers cette randonnée, le club de Gadaye et environ, avec tout le club, nous voulons sensibiliser l'État. C'est-à-dire pour que vraiment qu'ils prennent en charge, qu'ils regardent, qu'ils fassent vraiment le plaidoyer. Le directeur général de la RTS a été représenté dans cette manifestation, une manière de rapprocher les administrés de leur autorité de tutelle, surtout quand il s'agit d'un enjeu de sécurité nationale. Une manifestation dont il faut magnifier un peu l'action, puisque c'est une initiative citoyenne qui vise à rassembler les jeunes et à communier autour de thèmes bien précis concernant l'organisation même de la vie dans la cité. C'est l'occasion pour moi donc de magnifier un peu le pragmatisme du maire, le maire Racine Talla, qui est très avenant, très proche de ses administrés et qui chaque année nous donne un appui conséquent pour nous permettre de réussir cette opération. Après 8 km de marche, les randonneurs ont fait honneur aux couleurs nationales, le tout accompagné par une fanfare bien expérimentée. Le message fort des populations de la cité Gadaye, il faut marcher, c'est bon pour la santé. L'histoire du combat ouvrier qui a porté l'ancien président polonais Lech Walesa au pouvoir prend sa source dans les chantiers navals de Gdańsk. Ils étaient des milliers de travailleurs à tenir tête au pouvoir communiste en place. En visite dans ce chantier naval devenu le Centre européen de solidarité, des expositions visuelles, photographiques, sonores qui retracent les dures conditions des travailleurs à la découverte de ce musée qui retrace un pan important de l'histoire de la Pologne avec notre envoyé spécial à Gdańsk, Abibou Mbaye. Chantier naval de Gdańsk en Pologne. À première vue, l'édifice ressemble à un vieux bateau usé. C'est une représentation faite à partir des tôles qui servaient à construire dans ce chantier naval, lieu de tous les combats de près de 17 000 ouvriers vers les années 80. Dans une Pologne communiste où aucun syndicat n'était autorisé, un ouvrier électricien, Lech Walesa, va fonder avec une dame, Anna Valentinowicz, le fameux syndicat Solidarność, suite au licenciement de cette dernière. Ce chantier naval de Gdańsk est devenu un musée abrité par le Centre européen de solidarité. À l'intérieur, le combat ouvrier porté par Lech Walesa est retracé. Le visiteur s'imprègne des conditions que les travailleurs ont endurées durant cette période qui a bouleversé l'histoire de la Pologne. Une grève des ouvriers qui s'est muée en crise politique. Et là, les images le montrent, les vidéos le projettent pour retracer les péripéties de la résistance face au communisme qui régnait en maître, avec son lot de morts, d'atrocités, d'arrestations, d'emprisonnements orchestrés par une milice. Le Parti communiste a donné l'ordre de tuer les ouvriers, de tirer sur les ouvriers. Les ouvriers qui tout simplement voulaient manifester leur désaccord. Le désaccord car le Parti communiste a haussé le prix de la nourriture. N'est-ce pas? Une raison assez bizarre vu le fait que c'était Noël qui s'approchait. Alors ils ont décidé de manifester leur désaccord. Mais le prix qu'ils ont payé était énorme, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des blessés, il y avait des morts. Et quand on a vu aussi, dans la visite du musée, il y avait aussi ceux qui ont été arrêtés pour une simple raison qu'ils ont commencé la grève. À la porte du bureau de Lech Walesa, le maître des lieux est certes absent, mais son image est omniprésente. Un gros poster de la signature d'un accord avec son grand stylo.
Lech Walesa, âgé aujourd'hui de 74 ans, symbole de la résistance contre l'oppression. Lech Walesa, un simple électricien, chef de gréviste qui savait parler, qui savait encourager les gens. Ça, c'était vraiment le personnage très important. Dans ce musée, les tristes images montrent dans toutes leurs facettes les horreurs de la milice. Un gilet d'un jeune manifestant criblé de balles. Des morts que la descente ne voudrait dévoiler, des cellules réservées aux récalcitrants, des barrières défoncées, des images qui s'entrechoquent et démontrent la sévérité et la célérité de la milice. En ce qui concerne les morts, leur tragédie ne s'est pas terminée au moment de la mort. Je parle des familles, n'est-ce pas, qui en général ne pouvaient pas même enterrer leurs proches. C'était impossible. C'était aussi une partie de la, disons, de terreur communiste, car c'était le service de sécurité qui décidait quand on va enterrer les personnes, où on va les enterrer, et assez souvent les proches ne pouvaient pas soit participer aux enterrements, soit quand ils étaient invités, ça s'est passé la nuit, les yeux blindés, ils étaient apportés quelque part sur des cimetières qu'ils ne connaissaient pas. Et après, les proches, les familles ne pouvaient pas même retrouver les endroits où ils ont enterré leurs proches. Et ça, je pense que c'est aussi une grande tragédie. Dans l'antre du musée, les casques d'ouvriers accrochés au plafond des ateliers rappellent la présence de cette force ouvrière et résistante. Oui, bien sûr, c'est une histoire, n'est-ce pas, une histoire vécue qui s'est terminée heureusement, mais on ne peut pas oublier cette histoire. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine. Comme on a déjà dit, pour les jeunes, c'est une histoire. Nous avons 45 ans du retard à propos d'autres pays. Au finish, le combat des ouvriers a payé, avec en 1983, Lech Walesa qui reçoit le prix Nobel de la paix. Une popularité qui le propulse à la tête de l'État polonais en 1990. Même s'il est loin de la scène ouvrière et politique, son influence est réelle et son parcours une référence qui colle à l'histoire de la Pologne. Joli reportage à Dansk en Pologne signé par Sildia et Abibou Mbaye. Une note nécrologique avant de refermer cette édition. C'est une foule nombreuse qui a accompagné professeur Adrien Diop, chirurgien à sa dernière demeure à la levée du corps. Des témoignages unanimes sur un médecin qui a exercé son art avec passion pendant plus d'un demi-siècle. Enseignant-chercheur de renommée internationale, le disparu a été titulaire de chaire à l'UCAD pendant 16 ans. Il a quitté la scène à plus de 85 ans. Omar Diaw. Dans l'étroite cour froide et silencieuse de la morgue, du monde réuni par une séparation douloureuse. Des membres de la famille Diop, des alliés, des confrères dont beaucoup pleurent la disparition d'un maître. Non, peut-il en être ainsi? Un tel homme ne peut mourir. Le professeur Adrien Diop n'est donc pas mort. Et c'est à la cadette du défunt de ramener tout le monde à la réalité de la condition humaine promise à un terme inévitable. C'est sa juste heure. Papa est parti, il a bien vécu. Il y a juste un peu plus d'un mois, à la faculté de médecine où il a été titulaire de chaire de 1981 à 1997, lui rendait un vibrant hommage. Nous étions loin de penser qu'il s'agissait là d'un au revoir. Nous étions tous enthousiastes et avides de vos sages conseils. Les différents témoignages ont mis en relief les qualités professionnelles et humaines de l'homme. Le professeur Adrien Diop avait le cœur sur la main. Il avait un grand cœur, talentueux, précis et élégant dans le geste. Dans ce cercueil fleuri dort un médecin d'une grande envergure qui a commencé sa carrière avec l'indépendance de son pays. Toute la République est réunie pour témoigner de l'étendue de la personnalité et de sa bonté. Devant la douleur manifeste de l'assistance, les larmes visibles ou retenues, les sanglots étouffés ou éclatés, les mots apaisants d'une orpheline. Ne soyez pas triste. Est-ce que vous savez ce que vous lui avez donné? Eh bien, vous lui avez apporté beaucoup. Vous lui avez donné la force de se lever quand il était trop fatigué, parce qu'il y avait le poids de l'âge. On doit vous présenter nos plus sincères condoléances. Les morts gouvernent les vivants, au moins jusqu'à leur inhumation. Professeur Adrien Diop a eu une existence aboutie, il s'en est allé dans sa 86e année et laisse une œuvre immense à pérenniser et une image impérissable qui repose en paix à Saint-Lazare. Bel hommage d'Omar Diaw au professeur Adrien Diop. À suivre après cette édition,
Après cette édition, donc, l'émission Saïtou qui parle ce soir de la situation du football sénégalais. Adja Ourey Thiamprera et Ismaïla Diop reçoivent Maître Augustin Senghor, Victor Diagne, Ndofen Fall et Mbaye-Jacques Diop. Sur ces images, les techniciens qui s'affairent pour les derniers réglages. L'émission, c'est donc à suivre après ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Nous serons non seulement jugés par les peuples, non seulement serons-nous jugés par l'histoire, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il ne s'agit pas d'une bataille entre différentes foi, entre différents sectes ou différentes civilisations. Il s'agit d'une bataille entre les criminels barbares qui veulent oblitérer la vie humaine et des gens décents au nom de la religion. Le moment est donc venu pour les pays arabes et le monde musulman de prendre leur destin en main pour éradiquer l'État islamique. Là-dessus, les États-Unis se disent prêts à nouer des alliances stratégiques pour la recherche de paix dans le monde. Cela passe également par couper les fonds à l'État islamique. C'est aussi l'idée de bâtir des économies fortes et des sociétés stables avec les alliés présents au sommet de Riyad. Les leaders du monde musulman et les États-Unis qui mettent sur pied une alliance stratégique Union nouée lors du sommet islamo-arabo-américain qui se tient actuellement à Riyad en Arabie Saoudite. Ici, chez nous, dans 5 mois, Rufisque sera doté de la première liaison maritime de banlieue. Un navire de 200 places baptisé Mam Koumba Lamb fera la desserte Rufisque-Dakar. L'embarcadère débarcadère de la vieille ville sera réhabilité et étendu. À cet effet, les travaux ont été lancés, c'était hier samedi. Ce que cette mobilisation des grands jours et cette ambiance électrique reflètent, l'excitation d'une population à qui on offre la première desserte maritime de banlieue. La liaison Rufisque-Dakar partira d'ici, de cet embarcadère-débarcadère dont les travaux de réhabilitation et d'extension sont ainsi lancés. Ce ponton, cet embarcadère-débarcadère, d'un coût global d'environ 1,3 milliard de francs CFA, sont entièrement financés sur fonds propres par le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, porteur du projet de desserte maritime Dakar-Gorée. L'acquisition d'un navire à passagers de 200 places, baptisé Mam Koumba Lamb, du nom du génie tutélaire et protecteur de notre vieille cité, a été le premier jalon dans la mise en place de ce projet. Les délais d'exécution sont de 5 mois. Avec ce navire de 200 places, Rufisque est parti pour décongestionner le trafic. Nous sommes vraiment très heureux que ce projet puisse se réaliser et il participera au désenclavement de Rufisque et à la fluidité de la circulation dans la région de Dakar. Le COSEC qui a financé les travaux œuvre d'ores et déjà à renforcer le Mam Koumba Lamb. L'acquisition d'un autre navire d'égale capacité est en bonne voie. En effet, le budget prévu pour l'acquisition de ce navire est programmé pour cette année 2017 et les procédures d'appel d'offres sont déjà enclenchées. Après la réhabilitation de l'embarcadère-débarcadère de Rufisque, la liaison Dakar maritime sera effective. L'exploitation sera confiée au COSAMA. Cela permettrait d'assurer un transport maritime de banlieue et plus tard de contribuer au développement du transport maritime entre Dakar, Mbour et Saly Portudal. Une réalisation qui s'ajoute à la liste des acquis du secteur. Pour le ministre, la dynamique va se poursuivre. Un panel et d'autres activités ont marqué le lancement des Journées du patrimoine. Saint-Louis, menacé d'être déchu du patrimoine mondial de l'UNESCO, a abrité la cérémonie officielle cette année. Au cours d'un débat, tous les intervenants se sont accordés sur la nécessité de préserver le statut de la vieille ville chargée d'histoire et de culture. Diana Badia.
Saint-Louis risque d'être déclassé de son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pourquoi la vieille ville a été choisie pour abriter la cérémonie officielle des Journées du patrimoine. L'occasion de revenir sur les mesures prises. Monsieur le gouverneur a pris un arrêté pour encadrer toutes les demandes de construction, de réhabilitation, mais aussi des certificats de conformité pour ce qui concerne l'île de Saint-Louis. Donc désormais, tous ces travaux sont encadrés à travers une commission régionale qui suit quand même ces questions sensibles. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au niveau de Saint-Louis, aussi bien les services de l'État que les associations ou même le secteur privé sont conscientes quand même de la menace qui est là, mais aussi sont conscientes de la nécessité de préserver ce patrimoine qui nous est commun. Les panélistes ont débattu du thème « L'implication des communautés dans la gestion du patrimoine culturel ». Les différents points de vue abordés pour développer le sujet convergent vers une même finalité, la préservation du patrimoine culturel qui confère à l'individu son identité. Saint-Louis, c'est peut-être un patrimoine architectural, mais c'est aussi un patrimoine culturel extrêmement fort sur le plan immatériel. Saint-Louis, c'est un croisement, un brassage de plusieurs cultures, transfrontalières même, si vous voulez. Regardez ces poupées qui nous entourent. Saint-Louis, c'est l'expression de la diversité culturelle du Sénégal. C'est l'une des villes les plus cosmopolites, même plus ou moins africaines. Parce qu'on retrouve ici les influences maures, on retrouve ici les influences marocaines. On retrouve beaucoup de choses à Saint-Louis, qui est une ville qui a été un laboratoire d'un humanisme. Et c'est pourquoi Saint-Louis a été également choisi, en plus du patrimoine architectural qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification sans le patrimoine immatériel. Une mission de l'UNESCO vient de quitter. Saint-Louis est à la croisée des chemins. Il faut alors des mesures fortes pour que cette partie du Sénégal reste une ville d'identité culturelle. Voilà, il fallait plutôt comprendre donc que Saint-Louis qui est menacé d'être déclassé du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bilinguisme pourrait être une solution pour une meilleure qualité des enseignements apprentissages. Déclaration du ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, présidé la cérémonie de clôture de la 21e semaine nationale de l'école de base. C'était à Rufisque, Pape Kolingom. C'est ici, à l'école Elhadji Moussa Diallo de Rufisque, que la semaine nationale de l'école de base a été clôturée. Le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ont été accueillis dans la pure tradition libou. Depuis mon premier contact avec l'école, j'apprends dans ma langue à côté du français. Ceci m'a permis d'être performante en langue et communication, en mathématiques et en ESVS. Pendant 7 jours, la communauté éducative du Sénégal et ses partenaires ont communié et échangé sur l'opportunité qu'offre l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif. Le thème de ce forum, l'importance de l'engagement des acteurs dans la promotion de la lecture et des langues nationales pour l'amélioration des performances scolaires, nous interpelle tous, à tous les niveaux où nous sommes. Ce thème nous engage dans nos rôles et responsabilités pour soutenir cette dynamique enclenchée. Personnellement, je demeure convaincu que les éléments d'innovation qui structurent la thématique de cette année constituent la voie royale pour l'amélioration significative et durable des performances de nos élèves dans les disciplines. Cette journée qui marque la fin des activités de la semaine de l'école de base a été dédiée à l'ONG ARED, pionnière dans l'expérimentation du bilinguisme à l'école. Notre mission a été d'améliorer les performances de nos bénéficiaires en s'appuyant sur les langues nationales, mais en utilisant la formation et l'édition. Il y a eu une évaluation indépendante et cette évaluation avait montré que aussi bien les CI, les CP que les CE, donc à tous les niveaux, les classes bilingues comparées aux classes monolingues avaient tous les meilleurs résultats. Et tenez-vous bien, en français, pas en langue nationale. Les résultats que cette ONG a obtenus dans ce domaine
en impactant positivement sur près de 10 000 élèves dans les régions de Saint-Louis, de Kaolack et de Dakar, nous conforte dans cette option de faire du bilinguisme un des piliers de l'amélioration des enseignements-apprentissages. Matam, Louga, à Kaffrine, comme partout dans le pays, la 21e édition de la semaine de l'école de base a été des moments de forte mobilisation et de sensibilisation sur la pertinence de l'utilisation des langues nationales dans les enseignements-apprentissages. Infection AVIH-Sida vers une élimination, c'est le thème de la 18e édition des journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Selon Dr Ibra Ndoye, parrain de l'événement, le Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants dans le cadre de la lutte, mais le renforcement des moyens est plus que nécessaire. Aminata Mbengfal. Ces journées médicales de l'hôpital principal de Dakar offrent l'occasion à la communauté scientifique de réfléchir sur des problématiques qui interpellent les acteurs de la santé. Ces journées médicales sont devenues incontournables dans l'agenda scientifique des praticiens. Aujourd'hui, cette posture demeure conforme à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, initiateur du plan Sénégal émergent, au sein duquel le capital humain sera une ressource incontournable. Le travail que vous accomplissez en organisant régulièrement ces journées médicales conforte le penseur Aristote lorsqu'il disait « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. L'excellence n'est pas une action, mais une habitude. » Fin de citation. Vous êtes sur le chemin de l'excellence. Gardez le cap. Pour cette 18e édition, infection à VIH-Sida vers une élimination est le thème retenu. Pour le docteur Ibra Ndoye, parrain de l'événement et qui a passé plus de 30 ans à la tête du CNRS, le Sénégal a enregistré des résultats satisfaisants. Le passé, c'est la réussite, mais maintenant il y a le futur. Nous avons fait des efforts ces derniers temps. Moi, quand j'ai quitté le programme, il y avait une prévalence très faible de 0,5%. Et cette prévalence est capitalisée en 2015 par celle qui m'a remplacé, mon élève, à qui j'ai passé le témoin, Sophie Rutiam. Et on a aussi une incidence à 0,01%. Aujourd'hui, le principal défi à relever reste l'élimination de l'infection d'ici à 2025. Pour y arriver, le renforcement des moyens de lutte est plus que nécessaire. Depuis l'année dernière, les stratégies du Sénégal, c'est des stratégies innovantes. On doit doubler le nombre de traitements de malades à traiter et pour cela, il faut doubler le budget du traitement antirétroviral. Durant 3 jours, les participants vont aussi échanger sur des thèmes relatifs au traumatisme, à l'éducation thérapeutique ou encore au rôle de la sage-femme dans la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. La tournée du médiateur de la République dans les régions après le Sud-Est, c'était au tour des régions du Sud de recevoir Maître Alioune Badara Cissé. Première étape, Kolda. Dans cette localité, le médiateur a présidé un comité régional de développement sur le rôle, le fonctionnement et les modes de saisine de l'institution. Une rencontre qui a été aussi une occasion pour les membres de la médiature d'échanger avec les populations sur certains litiges. Salut sec. À Kolda, Maître Alioune Badara Cissé est venu livrer un véritable cours magistral devant des chefs de services régionaux et départementaux, des membres de la société civile, des ONG, des élus locaux et des jeunes. Le médiateur est largement revenu sur le rôle, le fonctionnement et les modes de saisine de la médiature. Le médiateur de la République est compétent sur tout litige qui oppose l'administration à l'un quelconque de ses administrés. Le médiateur est saisi sous n'importe quelle forme. Cette stratégie de communication vise à familiariser l'institution aux citoyens, une démarche appréciée par les participants. C'est une excellente opportunité qui s'offre aujourd'hui à nous autres Koldois de savoir que nous avons des moyens de recours lorsqu'en tant que citoyens, nous nous sentons lésés. Ainsi, pour mieux prendre en compte les préoccupations des populations, le médiateur a mis en place à Kolda une plateforme de médiation. La plateforme de médiation est tout simplement un espace de rencontre et de mutualisation.
des efforts et des moyens de la médiature avec l'ensemble des autres acteurs pour pouvoir dégager ensemble un espace commun. Ce comité régional de développement a été aussi une occasion pour les membres de la médiature d'échanger avec les populations sur certains litiges. À l'issue de la rencontre, le correspondant du médiateur a été installé officiellement dans ses fonctions. La région de Kaffrine a l'honneur avec l'arrivée de la caravane nationale de la quinzaine de la femme. Kaffrine, zone d'agriculture et de production arachidière. Les unités de transformation ont été visitées par les membres de la caravane et une forte mobilisation a été notée à la cérémonie officielle présidée par le ministre Maria Massar. C'est un compte rendu signé Abasso. Des moments d'échange et de partage. Les membres de la caravane nationale de la quinzaine de la femme ont eu droit à des explications détaillées et des visites guidées dans des unités de transformation de produits locaux. Que nous avons, à travers ce CEDAF de Kaffrine, créé des ateliers de formation, de renforcement des capacités des femmes qui vont permettre d'implanter des unités de transformation modernes, surtout des produits agricoles, des produits halieutiques et également des produits agricoles et artisanaux. Donc c'est dans ce cadre que nous avons prévu ici de mettre en place un atelier de teinture. Pâte d'arachide, eau de javel, peinture, teinture, entre autres spécialités de ces femmes, sans oublier le reboisement, domaine de prédilection de ce groupement de femmes. Nous apportons notre contribution par le biais des actions concrètes sur le terrain. Premièrement, la production de plants en pépinière. Production de plants en pépinière, entre parenthèses, de 412 à 500 000 plants par an. Plus de 30 espèces, fruitiers locaux, ornementales, etc. Ensuite, le reboisement, entre parenthèses. La campagne de 2016, nous avons reboisé 7 hectares, plus 12 500 financés par IED Afrique. Et là, il faudrait qu'il y ait ce partenariat entre sœurs de la région d'abord et entre sœurs du Sénégal. Donc, si vous aurez le temps, vous pourrez aller visiter, par exemple, les exploitations maraîchères d'autres femmes ou bien l'unité de transformation qui est à Médinassi pour voir ce qu'on peut faire entre sœurs dans le cadre de la solidarité. C'est pourquoi le président de la République, qui a placé la femme au cœur de son mandat, est convaincu qu'aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en rade la frange la plus importante du Sénégal. Les femmes représentent plus de 52% de notre pays. Leur savoir-faire a été étalé prochainement. Elles vont poursuivre le travail dans ces locaux du CEDAF en construction. La cérémonie officielle a été l'occasion d'échanger sur le thème et les perspectives pour les femmes du Sénégal. Après 15 jours, les lampions se sont éteints sur la quinzaine nationale de la femme. 2 semaines d'activités et pas que de folklore auxquelles on nous avait habitués. L'édition 2017 a été celle d'un nouveau départ après quelques années de break. Les femmes multiplient les victoires, même si leur combat est encore loin d'être achevé. Et le développement ici comme ailleurs ne peut être atteint sans la contribution de plus de la moitié de la population à bord du wagon des dames vers l'émergence. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Dans les villes comme dans les campagnes, à l'usine, sur les chantiers, en mer, loin des maisons, au bureau ou au barreau, elles ont enfilé leur battle dress et dressé des échelles de plus en plus hautes pour la conquête de sommets escarpés et vertigineux. Que de lourdes portes ouvertes, de barricades levées, de fossés enjambés, de forteresses assiégées puis conquises. Les chasses gardées ou supposées telles tombent une à une dans l'escarcelle d'un genre qui appréhende désormais autrement l'égalité. Le business, les affaires ne sont plus l'apanage des seuls mâles, obligés de traiter pour le plus grand bien avec des femmes d'affaires. Elles n'attendent plus qu'on leur apporte juste quelques affaires en guise de dot pour aller ensuite s'installer dans la dépendance d'un mari, progressivement partagé avec de plus jeunes. Et pour bien des choses, leur aptitude bouscule les fausses certitudes de leurs frères, de leur père ou de celui avec qui elles forment une paire, pour le meilleur et peut-être pas pour le pire, qu'un des deux n'attend pas toujours. Liberté, émancipation, égalité, parité, l'histoire est jalonnée d'une sémantique variable associée à la condition féminine, pas toujours rose pourtant leur préférence chromatique. Avec plus de la moitié de la population générale, elles ne constituent pas qu'une force démographique, elles sont en train de devenir une carte économique, un atout.
La transition sera d'autant plus rapide qu'elles auront, par l'éducation poussée, atteint une masse critique de têtes bien pleines capables d'impulser le développement. Car en définitive, l'émergence paraîtrait un but lointain si les femmes qui constituent le grand nombre restaient à la marge dans le wagon de queue ou autour de meetings à applaudir d'autres qui leur promettent la lune. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Une large coalition contre le terrorisme, les leaders du monde musulman et les États-Unis ont mis sur pied une alliance stratégique. L'union a été scellée au sommet islamo-arabo-américain qui se tient à Riyad. La première liaison maritime de banlieue sera opérationnelle dans 5 mois. Un navire de 200 places baptisé Mamkoumbalam fera la desserte de Rufisque-Dakar. Les travaux de réhabilitation de l'embarcadère débarcadère de Rufisque ont été lancés. La rubrique découverte nous amène en Pologne sur les pas de Lech Walesa, l'ouvrier devenu président de la République. Nos envoyés spéciaux ont visité le musée qui porte son nom à Dansk, ville rendue célèbre par ses chantiers navals. Les leaders du monde musulman et les États-Unis mettent sur pied une alliance stratégique pour lutter contre le terrorisme. L'union sacrée a été scellée. C'était lors du sommet islamo-arabo-américain de Riyad en présence du président américain Donald Trump. Le président Macky Sall a pris part aux travaux qui ont abouti à la naissance de cette coalition historique. Envoyé spécial à Riyad, Pape Biram Bigendiaï. Le moment est historique, l'événement inédit. Le Royaume d'Arabie Saoudite accueille les dirigeants du monde islamique et des États-Unis dans un esprit d'unité avec une même vision, celle d'assurer la sécurité du monde et consolider les relations économiques, culturelles et politiques. Et dans cette nouvelle trajectoire géopolitique, le Sénégal est à sa place. Notre pays se trouve à la table de superpuissance mondiale pour faire entendre la voix de l'Afrique. Le président Macky Sall en première ligne dans l'univers des grands leaders, comme ici avec Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde, pour également saisir des opportunités économiques, des investissements stratégiques pour assurer un avenir prospère à tous les Sénégalais. C'est le sens d'une présence remarquable ici en terre saoudienne. Des relations historiques se renforcent ici grâce à une conviction commune en la tolérance. Ensemble, nous vaincrons. C'est le message fort du serviteur et protecteur des 12 saintes mosquées. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud estime que le moment est venu de faire face à l'idéologie extrémiste violente, puis travailler en partenariat pour améliorer la vie des populations et renforcer les économies collectives. Une vision que partage la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump se dit favorable à la création de liens commerciaux plus forts entre les États-Unis et les autres pays présents au sommet du Riyad. L'idée est aussi de créer des partenariats de sécurité plus efficaces afin de contrer et de prévenir la menace croissante du terrorisme à travers notamment la promotion de la tolérance. Le message très attendu de Donald Trump sur l'islam sonne comme une prise de conscience dans l'union sacrée. Il appelle à vaincre les forces du mal qui sèment la terreur dans le monde. Notre objectif est une coalition de nations qui partagent l'objectif de mettre fin à l'extrémisme et de fournir à nos enfants un avenir d'espérance qui fait honneur à Dieu. Chaque fois qu'un terroriste tue un innocent et invoque faussement le nom de Dieu, et c'est une insulte à chaque personne qui a la foi. Les terroristes n'ont pas le culte de Dieu, ils ont le culte de la mort. Si nous n'agissons pas contre ce terrorisme organisé, nous savons ce qui va se passer et quelles seront les conséquences de tout cela. Le terrorisme, les terrorismes
tue la vie. Le terrorisme va se propager, les sociétés paisibles vont être emportées par la violence et l'avenir de nombreuses générations seront gâchés. Si nous ne résistons pas ensemble, si nous ne condamnons pas ces